Fabrice Arfi est en direct avec nous. Merci beaucoup Fabrice d'avoir accepté mon invitation déjà. Merci à toi. Je sais pas si on t'entend bien, est-ce que les gens dans le chat peuvent me dire si vous entendez bien Fabrice Arfi? Vous avez entendu? Vous m'entendez? C'est bon? C'est bon, on entend. Tout fonctionne du premier coup, ce qui est assez rare sur Twitch, donc on va faire, on va espérer que ça continue comme ça. Je vais quand même vous présenter Fabrice Arfi, même si on ne le présente plus, même s'il y a un emoji Fabrice Arfi dans le chat de l'émission. Donc, oui, il y a un emoji où tu as des yeux laser que les gens utilisent pour parler de Mediapart. Volume un poil bas, attendez, je vais augmenter un chouïa, voilà. Donc, Fabrice Arfi, tu es journaliste à Mediapart depuis 2008, tu es co-responsable des enquêtes aux côtés de Michael Hudgenberg. Avec tes collègues, tu as révélé plusieurs affaires. Alors, on a l'affaire Cahuzac, on a l'opération Intox de la société Avisa Partners. Il y a quelques jours, tu as publié un papier sur une affaire de corruption qui implique un financier français au Cambodge. Vous pouvez le lire sur Mediapart, qui est le dernier article que tu as sorti. Mais là, aujourd'hui, on est là pour parler de l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Alors, on va rentrer dans les détails après, mais pour faire très vite, pour les personnes qui ont un petit peu du mal à voir ce que c'est une affaire qui concerne de l'argent du régime dictatorial de Mouammar Kadhafi qui aurait servi à financer la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. Alors pour le public, cette affaire, elle commence le 28 juillet 2011. Alors si je dis pas de bêtises, c'était le premier article que tu as publié avec Karl Lasquet, un article qui était intitulé Sarkozy Guéant, le grand soupçon libyen. Donc voilà, ça c'est le début, alors je sais pas si vous en doutiez à ce moment-là, mais c'est le début d'une des plus grandes enquêtes de Mediapart, si ce n'est la plus grande enquête de Mediapart. Après 13 ans d'enquête, l'affaire libyenne, c'est environ 150 articles, un livre de 600 pages, que j'ai ici d'ailleurs, si vous voulez, édition augmentée, si vous voulez le livre sur l'affaire. Une bande dessinée, même très récemment un podcast aussi sur Mediapart en 4 épisodes, que je vous invite à écouter, où tu reviens sur l'affaire avec Karl Lasquet. J'espère que j'oublie rien dans ce qui a été fait. Et sur l'affaire bientôt des mugs et des serviettes de plage. Les gens achèteront, je pense, les mugs, les mugs Sarkozy-Kadhafi. Et le développement le plus récent dans cette affaire, c'est que le parquet national financier a annoncé le 25 août dernier que Sarkozy va être jugé normalement en 2025 avec 12 autres personnes pour les soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Donc 2011-2025, ça fait 14 ans entre le premier article sur Mediapart et le procès. C'est un peu long, non ? Oui, ce sont malheureusement les délais de la justice qui peuvent paraître aux yeux du grand public intolérables entre le moment où un jugement va être fait et le moment où l'enquête a été ouverte, / le moment où les faits ont été commis. Là, on parle d'une enquête dont la chronologie a lieu et débute autour de l'année 2005. C'est là que se nouent les premières compromissions entre le cabinet Sarkozy et la dictature libyenne. Bien sûr, on peut voir ça le verre à moitié plein, et il le faut, parce que on doit s'interroger sur quelle est la pédagogie judiciaire quand on juge avec autant de retard. Et on peut aussi voir le verre à moitié plein, et non pas à moitié vide, pardon. C'est que la justice, en dépit des très faibles moyens qui sont les siens, a fortiori dans ce type d'affaires ou dans ce type de dossier, le faible, c'est le juge. C'est pas la personne qui est poursuivie. Quand je dis ce type d'affaires, je parle de ce qu'on appelle la délinquance en col blanc. Eh bien, ils sont quand même parvenus, au bout de 10 années d'enquête, parce que les premières révélations de Mediapart, tu l'as dit, c'était à l'été 2011, mais l'information judiciaire, c'est-à-dire l'instruction confiée à un juge d'instruction, a été ouverte en avril 2013, donc c'est 10 ans d'investigation. Ils ont quand même réussi à réunir, d'après eux, des charges qui justifient, et c'est un fait historique dont il faut prendre la mesure, suffisamment de charges pour qu'il y ait un procès contre un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, mais aussi 3 anciens ministres, dans une intrigue judiciaire en effet un peu spectaculaire, voire vertigineuse, que tous ces gens ont été stipendiés, ont passé un pacte de corruption, c'est ce qui a écrit dans l'ordonnance de renvoi, avec l'une des pires dictatures de la planète, dictature à laquelle on va d'ailleurs faire la guerre en 2011. Alors évidemment, je me dois juridiquement de préciser que comme ils sont mis en cause, comme ils vont être prévenus du procès, ils sont présumés innocents. Et pour finir de répondre sur la longueur de l'enquête, elle peut s'expliquer aussi de plusieurs manières.
il faut bien mesurer que en France, pour donner des comparaisons par rapport à ce qui peut se faire à l'étranger, quand je disais que la justice a de faibles moyens, je peux donner un exemple qui pour moi est assez bavard. Si vous prenez l'enquête qui avait été faite aux États-Unis sur les soupçons d'ingérence russe concernant Donald Trump, il y avait entre 60 et 70 agents du FBI détachés à temps plein sur le dossier. Dans l'affaire libyenne, donc pacte de corruption entre une démocratie et une dictature, il n'y a pas eu un policier détaché à un temps plein sur l'affaire. Voilà. Donc ça donne déjà un peu un degré de comparaison. Mais à cela, il faut ajouter une deuxième raison, c'est que dans ce type de dossier, les schémas qui sont présumés corruptifs sont extrêmement complexes. Oui. C'est-à-dire qu'on passe par des sophistications financières, des paradis fiscaux très nombreux, des pays étrangers, des coupes-circuits, comme on dit financièrement, des sociétés écrans, des sociétés taxis, etc., etc. Je ne vais pas faire tout le détail ici, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour mener à bien leur enquête, les juges ont dû solliciter de la coopération avec, j'ai fait le calcul récemment, 17 pays étrangers dans ce dossier. Donc ça veut dire que là, les juges dépendent du bon vouloir, des désirs de coopération ou non d'un certain nombre d'États étrangers. Des pays, la coopération n'est pas forcément facile. En plus, je suppose qu'en Libye, c'est pas très évident. Absolument. Il y a des pays où la coopération est parfois parfaitement inexistante. C'est le cas de Dubaï, des Émirats, ou difficile. C'est le cas d'un certain nombre de pays. Puis il y a d'autres pays où ça marche mieux. Puis la troisième raison, c'est que les mises en cause, alors d'un côté c'est leurs droits et c'est les droits de la défense et c'est bien normal, mais ont joué, pardon l'expression, absolument tous les ballons pour retarder la procédure. C'est-à-dire qu'ils ont multiplié avec les plus grands cabinets d'avocats pénalistes parisiens, ils sont tous dans ce dossier, des recours qui ont pour conséquence à certains moments de suspendre l'enquête. Ça veut dire que, et c'est bien qu'on puisse contrôler une enquête, mais cette enquête elle a été plus que contrôlé. C'est-à-dire que tous les recours possibles, tous les moyens de contestation possibles sur le fond et sur la forme de cette enquête ont été opérés par les mises en cause. Et la Cour d'appel de Paris, comme la Cour de cassation, c'est-à-dire la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, ont validé l'enquête de A à Z. Oui, d'ailleurs, on y reviendra sûrement. C'est l'argumentaire notamment de Nicolas Sarkozy sur les juges qui seraient aux ordres, ils seraient victimes d'un complot, etc., etc. Enfin, ça, je pense qu'on y reviendra, mais effectivement, c'est une ligne de défense qui est employée. Absolument, mais ça, ils pensent ça des juges qui le mettent en cause. Les juges qui l'ont relaxé dans d'autres affaires, ils les aiment beaucoup. Donc c'est bon, ça, mais on y reviendra parce que c'est un élément de langage populiste vis-à-vis de la justice qui fait que Sarkozy se love dans des attaques contre la justice, exactement comme Trump aux États-Unis, Netanyahou en Israël, Berlusconi en Italie. Hein. C'est vraiment le même patron, comme on dirait en couture, de populisme contre la justice pour tout simplement ne pas réfléchir sur les faits qui sont mis au jour, mais pour mettre en cause ceux qui ont permis leur révélation, parfois les journalistes, parfois les juges, parfois les deux. Justement sur les faits, alors je vois qu'il y a des questions dans le chat, mais je les prendrai à la fin. J'ai prévu quelques questions déjà, donc si vous voulez poser des questions à Fabrice Arfi, il n'y a pas de souci, juste je les prendrai à la fin pour pas que ce soit trop décousu pour l'entretien. Si tu es d'accord, Fabrice, on prendra un petit peu des questions des gens à la fin. Tout me va. Voilà. Et sur les faits, justement, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur... Alors que c'est une question très très vaste, mais sur qu'est-ce que c'est que cette affaire libyenne? Le cœur de l'affaire, c'est quoi? Parce qu'on parle de financement de la campagne de Sarkozy en 2007, mais dans le détail, à quoi on est confronté là devant cette affaire libyenne? Oui, alors en fait, très souvent, pour ne pas parler de cette affaire, certains de mes confrères et consoeurs disent qu'elle est très complexe. Alors d'abord, c'est le rôle du journalisme de vulgariser, il me semble, et en vérité, elle n'est pas complexe du tout. L'histoire, c'est l'histoire d'une équipe politique, à savoir les Sarkozys, qui veulent conquérir le pouvoir en France, qui, à l'approche de l'élection présidentielle, qui est la mère des élections en France, dans la Ve République, ont noué un pacte
de compromission avec une dictature étrangère qui lui a versé de l'argent dans la perspective de cette élection présidentielle en 2007. Et en contrepartie, parce que c'est bien ça, hein, la nature même d'un pacte de corruption, c'est la rencontre d'intérêts convergents. Donc il faut bien qu'il y ait des contreparties à cette aide de la Libye pour l'équipe Sarkozy. L'équipe Sarkozy, une fois au pouvoir, que ce soit au ministère de l'Intérieur avant de devenir président ou à l'Élysée une fois qu'il a été élu chef de l'État, ont, contre toute rationalité étatique française, servi les intérêts de la Libye dans plusieurs domaines, des domaines économiques, des domaines sécuritaires, des domaines diplomatiques et des domaines juridiques. Parce qu'il faut rappeler que le régime libyen à l'époque, c'était un régime qui était un peu mis au banc des nations, mis à l'écart, même s'il revenait un petit peu à cette époque-là, mais c'était quand même un État qui était très isolé. Ah bah c'est plus qu'un État isolé, c'est un État dont il a été démontré, et c'est même au cœur du dossier. Je vais donner un exemple pour que ça puisse parler au plus grand nombre. C'est un État qui a organisé des attentats contre des civils dans le monde. Les deux plus grands exemples pour les plus jeunes qui nous regardent et écoutent, ce sont des attentats où les services libyens, à la demande de Kadhafi, ont fait sauter des avions de ligne. C'est l'attentat de Lockerbie, et c'est l'attentat pour la France de l'avion de ligne DC-10 de la compagnie UTA qui, en 1989, a explosé au-dessus du désert du Ténéré au Niger. Ça a fait 170 morts, dont 54 Français. C'est un attentat qui visait particulièrement la France. C'est un attentat qui a été jugé comme un acte terroriste par la justice française. Et donc, dans le pacte de corruption dont je parle, les enquêteurs, que ce soit les policiers, les procureurs du parquet national financier ou les juges d'instruction qui ont conduit l'enquête, ont permis d'identifier, c'est ce qui est écrit dans ce qu'on appelle l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, c'est-à-dire le document final de l'enquête. Ce qui est sorti le 25 août. Donc... Voilà, qui a été signé le 24 août et que nous avons rendu public le 25 dans le journal, ont identifié 2 filières de corruption au profit de l'équipe Sarkozy, qui se sont nouées autour de ce qu'on appelle pudiquement dans le débat public des intermédiaires, qui sont en fait, d'après la justice, des agents de corruption, c'est-à-dire des gens qui font le lien entre le monde politique et le monde et le pays étranger, ici la Libye de Kadhafi. La première filière, c'est la filière qui est autour d'un intermédiaire qui est bien connu des Français, qui s'appelle Ziad Takieddine, qui est un homme qui a déjà été l'agent de la corruption de la droite, non pas sarkozyste, mais baladurienne, entre 93 et 95, avec d'autres pays étrangers, le Pakistan et l'Arabie Saoudite, des faits pour lesquels il a déjà été condamné par la justice. C'est ce qu'on a appelé le volet financier de l'affaire Karachi. D'ailleurs, un personnage central, Takieddine, on pourra y revenir aussi. Ouais. Personnage complètement central, comme tous les intermédiaires, il est en dehors des organigrammes, il n'a pas d'existence officielle, et pourtant il est celui qui devient le carrefour de la rencontre des intérêts des Français d'un côté et des Libyens de l'autre, et c'est lui qui, et ça a été documenté pas simplement par des témoignages, ça a été documenté par de très nombreux documents, y compris ses archives à lui personnelles. C'est lui qui a organisé la lune de miel. L'expression lune de miel est celle d'un ambassadeur américain en poste à Paris, entre Kadhafi et Sarkozy entre 2005 et au moins 2009-2010. D'ailleurs, j'invite le public à écouter le podcast, parce qu'on apprend aussi des choses sur les relations entre Mediapart et Ziad Takieddine, parce que vous avez passé des enregistrements qui sont, je vais pas gâcher la surprise, mais des enregistrements qui sont assez incroyables. On a sorti les bandes pour le podcast où on raconte les dessous de 12 ans d'enquête. Ça fait quand même, ça nous rajeunit pas. Mais voilà. Et dans cette filière, ça va répondre à ta question sur la Libye, État fréquentable ou non. Il se trouve que le point de contact de Ziad Takieddine auprès des kadhafistes, c'est un homme très important, c'est un dignitaire libyen qui se trouve être le beau-frère de Kadhafi, qui s'appelle Abdallah Senussi. Et ce Abdallah Senussi, c'est le chef des services secrets militaires en Libye. C'est l'un des personnages les plus importants de l'État libyen. Eh bien, cet homme, il est de sinistre réputation pour les Français depuis 1999, parce que depuis 1999, il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par une cour d'assises spéciale française pour avoir été l'organisateur de l'attentat contre le DC-10 UTA 10 ans plus tôt, en 89.
Eh bien, le dossier judiciaire a permis de démontrer que Claude Guéant, dans un premier temps, en tant que directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy en septembre 2005, puis Brice Hortefeux, que Sarkozy, dans son dernier livre, là, le temps des combats, qualifié encore de « mon ami de toujours ». Ouais, même s'il l'a lâché devant les juges après, mais... Bien sûr, on y reviendra, mais son ami de toujours, qui était à l'époque ministre des collectivités territoriales françaises, en décembre 2005, donc Claude Guéant d'abord, puis Brice Hortefeux, tous les deux ont rencontré secrètement à Tripoli Abdallah Senussi, qui est recherché par la justice française pour terrorisme, pour avoir tué 54 de nos compatriotes. Oui, c'est un des éléments les plus choquants de l'affaire, en fait, parce qu'ils ont tenté de réhabiliter cette personne. Absolument. Quand je dis qu'ils l'ont rencontré secrètement, c'est qu'ils l'ont rencontré dans le dos de l'ambassade de France à Tripoli, sans traducteur, sans diplomate, sans même les agents de sécurité qui sont pourtant obligatoires en la circonstance, alors que les services de renseignement français avaient dit il ne faut surtout pas rencontrer cet homme qui est un terroriste d'État. Ils l'ont chacun rencontré secrètement à 3 mois d'intervalle, toujours avec la présence de la même personne, à savoir Ziad Takieddine. Il a été découvert que dans les jours qu'ont suivi ces rencontres, Abdallah Senussi et le régime libyen ont envoyé des fonds. Ça s'est passé par des comptes bancaires dissimulés dans des paradis fiscaux, les îles Vierges britanniques, le Liban, puis ça a atterri aux Bahamas sur le compte de qui? D'un sarkozyste de la première heure. Donc là, on ne parle pas d'argent d'espèces, donc il est très difficile de documenter. On parle de virement bancaire. Et cet argent, il a atterri, on parle de 440 000 €, c'est ce qui a pu être documenté pour juste ce tout petit épisode, sur le compte d'un sarkozyste historique qui s'appelle Thierry Gobert, qui est un ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy à la mairie de Neuilly-sur-Seine, mais aussi au sein du gouvernement Balladur. Et d'ailleurs, ce Thierry Gobert, juste avant de recevoir les fonds, dans son agenda, il va noter NS campagne. NS comme Nicolas Sarkozy et campagne, comme chacun prendra la conclusion. Lui, il a dit que ça savait pas ce que ça voulait dire. Ouais. Oui, il a dit NS, je sais, ça peut vouloir dire plein de choses, et campagne aussi. Voilà. Ouais, Nicolas Sirkis peut-être. Voilà, Nicolas Sirkis à la campagne. Voilà. Peut-être qu'il avait un nouveau avec Nicolas Sirkis à la campagne. Voilà, et l'essentiel des fonds a ensuite été retiré en cash. Bon, ça c'est la partie, on va dire, côté libyen, versement d'argent occulte à l'équipe Sarkozy. Donc ça c'est démontré. Et je passe 1000 épisodes sur les interactions qu'il y a pu avoir entre les uns et les autres sur cette seule filière Senussi, Gobert et les autres. Les juges ont pu montrer aussi qu'il y avait eu une contrepartie. Cette contrepartie, c'est que l'équipe Sarkozy, et ça c'est démontré au dossier, a entre 2005 et 2009, puisqu'on a la trace d'une réunion le 16 mai 2009 sur le sujet à l'Élysée, l'équipe Sarkozy a tout fait pour faire sauter le mandat d'arrêt d'Abdallah Senussi. Voilà, juridiquement. C'est-à-dire qu'ils ont essayé, ils ont fait bosser des avocats, et pas n'importe lesquels, puisque Senussi a pris comme avocat Thierry Herzog, à savoir l'avocat personnel de Nicolas Sarkozy et l'un de ses meilleurs amis, dès le mois de novembre 2005. Ils ont fait poser d'autres avocats pour essayer de trouver des failles dans la procédure de l'attentat contre le DC-10 UTA et rendre inopérant le mandat d'arrêt qui le visait. Parce que la situation pénale d'Abdallah Senussi, ça ne le concernait pas que personnellement, c'était devenu une cause étatique pour la Libye. Parce que si on arrivait à faire tomber ça, eh bien on arrivait à faire croire que la Libye n'était plus un État terroriste, en tout cas de remiser dans le passé ce sparadrap qui lui collait. Voilà. Ouais. Donc là, c'est pour que les gens qui nous écoutent se figurent de ce dont on parle, ce que je viens de décrire, qui est assez simple à comprendre, un terroriste d'État a financé l'équipe Sarkozy qui, en contrepartie, a tenté de le blanchir judiciairement. Vous voyez, ça tient en une phrase. Eh bien ça, c'est un des nombreux éléments qui se retrouvent dans l'ordonnance de renvoi de l'affaire libyenne. Et pourtant, je trouve qu'on en parle relativement peu au regard de la gravité des faits qui sont au cœur de l'histoire. Oui, ça c'est une filière, et il y a une deuxième filière avec un autre intermédiaire qui est un autre personnage qui est aussi assez fascinant, qui est Alexandre Djouri, qui aussi est un autre canal de financement dans cette affaire libyenne. Voilà, c'est-à-dire que comme dans un bon polar, il y a des gens qui peuvent travailler pour la même cause, à savoir les sarkozystes, mais qui entre eux se haïssent. C'est le cas des deux intermédiaires, parce que chacun en fait veut récupérer la plus grosse part du gâteau.
d'un côté Ziad Takieddine, de l'autre Alexandre Jouri. Ziad Takieddine, fils de la bourgeoisie libanaise, dont le grand-père a travaillé pour l'État du Liban, a été ambassadeur, dont le père a eu des postes également éminents en politique libanaise. Et puis Alexandre Jouri, alors là c'est à l'autre bout de l'échelle sociale, il est né en Seine-Saint-Denis, il a frayé avec le grand banditisme, il a même donné le coup de feu, il vient d'une famille très pauvre, et puis il a grimpé l'échelle sociale jusqu'à arriver sous la présidence de Nicolas Sarkozy, rendre visite à Claude Guéant et Nicolas Sarkozy à 72 reprises, quand même, 72 reprises à l'Élysée, qui est un homme qui suscite beaucoup de craintes, puisque des gens, y compris dans le dossier, ont raconté qu'ils avaient été menacés de mort par lui. Et bien lui, en quelque sorte, ce Alexandre Jouri, qui était un Chiracien historique, va remplacer Ziad Takieddine dans le cœur de la Sarkozy à partir des années 2008-2009. Et bien lui aussi, en s'appuyant sur un autre dignitaire libyen, alors c'est pas Abdallah Senoussi, c'est un homme qui s'appelle Béchir Saleh, c'était le directeur de cabinet de Mouammar Kadhafi et le patron d'un fonds souverain libyen qui était riche à milliards, parce que la Libye, il faut se rappeler que c'est un État pétrolifère, donc ils ont beaucoup de pétrole, donc beaucoup d'argent, et très peu d'habitants. Donc ce sont des pays extrêmement riches. Et là, c'est une filière qui est très intéressante, parce que c'est la filière qui recouvre les accusations d'enrichissement personnel dans le dossier, à savoir de Claude Guéant. Puisque d'après les juges d'instruction, il est établi, c'est ce qu'ils disent par leur enquête, que Claude Guéant a reçu 500 000 euros sur son compte en mars 2008 à la BNP. C'était 3 mois après la fameuse visite de Kadhafi à Paris. 500 000 euros derrière lesquels il se cache en réalité Alexandre Jouri et Béchir Saleh, le directeur de cabinet de Kadhafi. Ce sont les 500 000 euros qui lui ont permis d'acheter un petit appartement derrière l'Arc de Triomphe. Les 500 000 euros ne sont pas arrivés avec écrit Kadhafi sur son compte en banque. Tout ça est passé par des circuits extrêmement complexes dans plusieurs pays dans le monde. Et cette filière-là, elle est notamment intéressante pour ça, parce qu'on voit bien que dans la perspective d'une élection présidentielle, en fait, les appétits, y compris personnels, s'aiguisent. C'est-à-dire qu'il y a du financement politique, mais il y a aussi, c'est ce que disent les juges, de l'enrichissement personnel. Et c'est cette affaire-là où Guéant avait prétendu que c'était pour l'achat de tableaux qu'il avait réussi à obtenir cet argent. Absolument, il avait préparé son coup, et donc il a dit, en fait, ces 500 000, ça correspond à la vente de deux tableaux que j'avais. En réalité, l'enquête n'a pas permis d'établir qu'il ait jamais eu ces tableaux entre les mains. Les tableaux ont existé, mais on n'est même pas sûr qu'il les ait jamais eus. Et quand bien même il les aurait eus, les tableaux ont été expertisés. C'est des toutes petites marines hollandaises, c'est des tableaux minuscules, et ils valent même pas un dixième des 500 000 euros. En fait, l'histoire des tableaux, c'est ce qu'a écrit, c'est dans les documents judiciaires. C'est une vente fictive qui avait vocation en fait à habiller, à déguiser l'origine réelle des fonds. Et l'origine réelle des fonds, c'était un montage très compliqué qui marchait avec des systèmes de compensation. L'origine des fonds, c'était en fait de l'argent libyen dont le véhicule a été Alexandre Jouri et certains de ses amis. Voilà. Et cette filière-là aussi, elle a des développements qui sont assez rocambolesques, parce je crois que vous en parlez dans le podcast, c'était l'exfiltration de Béchir Saleh, qui était réfugié en France pendant un moment, et au final, avec l'aide des services français, il va être sorti du territoire français. Absolument. En fait, le Béchir Saleh, il va devenir le témoin à décharge pendant très longtemps de Nicolas Sarkozy dans cette affaire, parce qu'au moment de la guerre en Libye, Béchir Saleh, qui était quand même le directeur de cabinet de Kadhafi, donc on peut dire que c'est l'un des plus proches collaborateurs de Kadhafi, c'est en quelque sorte le Guéant de Kadhafi. Lui, il est sauvé de la guerre en Libye et de tout ce qui le menace là-bas, avec les dissidents et les révolutionnaires qui essayent de renverser le pays. Il est sauvé par la France, parce que ça a été également établi au dossier grâce à la déclassification de notes de la DGSE, donc les services secrets extérieurs français, alors qu'il avait été chopé par les rebelles, qu'il avait été arrêté, Béchir Saleh, il est exfiltré par la DGSE de Libye en France. Et on va le découvrir ça au fil de l'eau, il est en France quand nous, on fait des révélations en mai 2012 sur l'affaire libyenne, et on découvre qu'il est en France, mais visé par une notice rouge d'Interpol,
parce qu'il est accusé de 1000 choses en Libye, c'est-à-dire qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui. Et en fait, les autorités françaises, au lieu de l'arrêter et de le remettre à la Libye nouvelle, qui est née de l'intervention notamment française militaire en Libye, eh bien, une deuxième fois, les sarkozystes vont lui sauver la mise, puisqu'ils vont l'exfiltrer de France. Donc, au lieu de l'amener devant la justice, ils le sortent du pays. Et alors là, c'est une scène de film incroyable, puisque l'exfiltration est organisée par 2 personnes, Alexandre Joury, dont on parlait tout à l'heure, et le chef des services secrets intérieurs de Nicolas Sarkozy, un certain Bernard Squarcini. Tout ça se négocie au pied de la Tour Eiffel, où chacun des acteurs se trouve à un pied différent de la Tour Eiffel, et se termine dans un jet privé qui décolle du Bourget et qui va direction l'Afrique. D'ailleurs, là aussi, vous avez des enregistrements dans le podcast. Oui, qui sont assez rigolos. On voit Bernard Squarcini qui dit c'est plus fort que le Roquefort à Jury quand il a réussi à arriver à l'aéroport. C'est assez absurde. C'est ça. Et en fait, cet aspect du dossier, cet aspect de l'histoire est très important dans le dossier, parce que les juges considèrent que la France officielle de Nicolas Sarkozy, Djouri, Guéant, à l'époque de tout ça, le ministre de l'Intérieur, c'est Claude Guéant quand même. En fait, c'est que toute cette bande a soustrait à la justice un témoin clé de l'affaire Sarkozy-Kadhafi, et donc c'est une dissimulation qui vient mettre un peu d'eau en plus dans la marmite de l'accusation, en plus de toutes les choses qui ont été déjà découvertes. Sur les ramifications de l'affaire, il y a encore d'autres choses qui sont assez incroyables et qui n'ont, à mon sens, pas été assez discutées. Il y a notamment ce ministre du pétrole libyen qui a été retrouvé mort en avril 2012 dans le Danube, au lendemain de nouvelles révélations de Mediapart. Alors, la mort n'a jamais été élucidée, mais est-ce que tu peux un peu en parler ? Oui, alors ça, c'est très important parce qu'en fait, c'est... Donc l'homme dont tu parles, il s'appelle Choukri Ghanem. Choukri Ghanem, c'est l'ancien Premier ministre de Libye. Il est au cœur des histoires de financement occulte dont on parle avec la France. Et puis après, il a été ministre du pétrole. Alors évidemment, dans un pays comme la Libye, ministre du pétrole, c'est l'un des postes les plus importants. Et il se trouve qu'au lendemain de révélations qu'on fait, c'est dans l'entre-deux-tours de la campagne présidentielle, c'est les mêmes qui vont accélérer l'exfiltration de Béchir Saleh. Le lendemain, cet homme qui est au cœur des financements, qui était réfugié à Vienne en Autriche, est retrouvé dans des circonstances complètement abracadabrantesques, flottant dans le Danube à Vienne, mort. Voilà. Et il y a une enquête de la police autrichienne qui est extrêmement bâclée, je dois dire, et il n'y a aucune espèce de conclusion sur de quoi est-il mort ? Mort accidentelle ? Est-ce qu'il a été poussé ? Voilà. Ce qui est certain, c'est que les services de renseignement américains ont qualifié cette mort de hautement suspecte. Voilà. Donc, à ce stade, on ne peut pas tirer de conclusion sur sa mort, si ce n'est qu'elle a eu lieu le lendemain des révélations. Mais enfin, bon, c'est pas parce que ça a eu lieu le lendemain que c'est forcément lié. Mais pourquoi cet homme est particulièrement intéressant dans le dossier ? Parce que, suite à son décès, il a été découvert dans un coffre chez son fils, les carnets manuscrits qu'il tenait, lui, dans la perspective d'écrire ses mémoires. Et donc, il avait des carnets où il écrivait à la main des scènes qu'il avait vécues depuis des années. Et qu'est-ce qu'on a découvert dans son journal, une sorte de journal personnel, à la date du 29 avril 2007 ? Et tout ça a été authentifié. Ça a été authentifié par la justice autrichienne, ça a été authentifié par la justice norvégienne, parce que les documents ont permis de démontrer une affaire de corruption en Norvège, et ensuite ont été versés en France et ont été authentifiés par la justice française. Donc, de sa main, en avril 2007, qu'est-ce qu'il écrit ? Il écrit, voilà, je vais déjeuner avec Béchir Saleh, le directeur de cabinet dont on parle, et il m'a décrit les filières de versement d'argent aux sarkozystes. Et il dit, voilà, Senoussi a donné 2 millions d'euros, Béchir Saleh lui-même a donné tant de millions d'euros, etc. Pourquoi c'est très important ? Parce que d'abord, on a des filières de la main même d'un dignitaire qui sont couchés noir sur blanc sur un document, mais c'est que le document est de 2007. Et il est authentifié comme étant de 2007. Et en plus, il est d'autant plus authentifié que cette scène-là, il l'a écrite sur un agenda de 2007. Bon. Pourquoi c'est important ? Parce que la première thèse en défense de Nicolas Sarkozy dans ce dossier, c'est de dire que l'affaire des financements libyens, c'est une fabrication des kadhafistes en 2011 parce que les bombes allaient pleuvoir sur la Libye.
Que en fait, Kadhafi, son fils Saïf al-Islam et toute la bande, ils ont fabriqué ces accusations pour jeter l'opprobre sur celui qui était le plus diligent pour faire la guerre au kadhafisme. Sauf que si on a un document qui montre qu'en 2007, on a consigné des versements aux sarkozystes, et ben ça fait complètement exploser cette hypothèse-là. Et c'est d'ailleurs ce qu'écrivent noir sur blanc les juges d'instruction. En 2007, Choukri Ghanem, il ne pouvait pas prévoir que ça allait se refroidir entre Sarkozy et Kadhafi. Au contraire, en 2007, c'est la lune de miel. On a même, en décembre 2007, l'accueil par la France de Mouammar Kadhafi en France, comme aucune autre démocratie ne l'a accueilli. Il faut se rappeler quand même l'attente dans les jardins de la République, les 6 jours de visite d'État, le tapis rouge, Paris intégralement bloqué pour le bon vouloir de ce roi ubu qui était Kadhafi. Et donc ce Choukri Ghanem, à la faveur de son journal manuscrit, ben on comprend l'importance qu'il pouvait avoir dans le dispositif, et du point de vue judiciaire, ben il a permis de dynamiter l'une des lignes de défense de Nicolas Sarkozy. C'est intéressant que tu parles aussi de la guerre en Libye, parce que c'est aussi un des événements qui pose question avec la mort de Kadhafi par rapport à l'affaire libyenne. Dans le livre avec les compliments du guide, vous parlez du mensonge qui a déclenché la guerre en Libye, et vous parlez aussi des doutes qui entourent les circonstances de la mort de Kadhafi. Est-ce que ça, c'est lié à cette affaire Sarkozy-Kadhafi ? Alors, moi, je veux être très prudent sur cet aspect-là. Mais je vais aller au bout de ce qu'on peut dire, en tout cas de ce que moi je m'autorise à dire. Je ne dis pas du tout, parce qu'il y a des thèses un peu conspirationnistes qui circulent ici ou là, je ne suis pas du tout de ceux qui disent que la guerre en Libye est une fabrication française, pour une raison très simple, c'est qu'à Benghazi, il y avait des vrais dissidents, des vrais rebelles, des gens qui voulaient renverser une dictature, profitant du souffle des printemps arabes, avec des dictatures renversées, tout le monde s'en souvient, Ben Ali en Tunisie ou Moubarak en Égypte. Donc tout ça n'a pas été inventé par la France, on n'a pas fabriqué des dissidents ou des rebelles. De la même manière, il y a eu un début de guerre civile. Le régime Kadhafi est un régime qui réprimait dans le sang la dissidence. Donc c'est vrai qu'il y a eu des batailles et que ça a commencé à sérieusement chauffer à ce moment-là. En revanche, dire, comme cela a été dit, et comme Nicolas Sarkozy l'écrit encore dans son dernier ouvrage, qu'un génocide était en route, que Mouammar Kadhafi a utilisé son aviation pour bombarder Tripoli. Ça, c'était un des mensonges du début de la guerre, ça. Voilà, pour bombarder son propre peuple. Eh bien, ça, c'est pas moi qui le dis. C'est non seulement le chef d'état-major et le ministre de la Défense américain d'un côté et le Parlement britannique de l'autre, commission d'enquête parlementaire britannique dirigée par un conservateur, c'est-à-dire du même bord politique que David Cameron, qui était main dans la main avec Nicolas Sarkozy pour faire la guerre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas les accuser de faire de la basse politique, les uns comme les autres. Les Américains ont dit le bombardement par l'aviation en février 2011, cette scène n'existe pas pour nous. Et deuxièmement, le Parlement britannique a conclu que les raisons pour lesquelles on s'est engagé dans cette guerre étaient erronées. À savoir que, en fait, on a aggravé le risque d'un génocide, comme ça a pu être dit, pour emmener non seulement une partie de l'Occident, mais aussi une partie des pays arabes, mais pas l'Union africaine qui a refusé dans cette guerre. Et donc, tu poses la question du lien. Quel est le lien entre l'affaire dont on parle et la guerre ? Il y a un lien objectif, factuel, quand même, qui est quand même très simple. C'est que le Nicolas Sarkozy de 2007 et le Mouammar Kadhafi de 2007, c'est bien le même homme que le Nicolas Sarkozy de 2011 et le Mouammar Kadhafi de 2011. Donc, s'il y a un secret entre ces deux hommes, les deux hommes le savent, que ce soit en 2007 ou en 2011. Donc je suis pour qu'on approche tout ça avec beaucoup de complexité et de nuances. Je suis persuadé qu'il y a eu un effet d'opportunisme dans cette guerre. Je suis convaincu que Bernard-Henri Lévy, et je ne suis pas moi pour le BHL bashing un peu parfois bas du front, mais en l'occurrence je pense qu'il a un peu été l'idiot utile de Nicolas Sarkozy dans cette histoire, parce que Sarkozy l'a utilisé pour contrecarrer Alain Juppé, qui était ministre des Affaires étrangères et qui, dans un premier temps, était radicalement contre la guerre, avant d'aller porter la résolution
au dernier moment devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire sur le déclenchement de la guerre. Et puis, deuxièmement, sur la mort de Kadhafi, là, il est certain qu'on ne sait pas très bien ce qui s'est passé pour une raison simple, c'est qu'on a tous vu les images. On sait que c'est un drone américain qui fracture le convoi de 4x4 de Kadhafi qui s'enfuit de Sirte. On sait que c'est une bombe française qui tire sur le 4x4 précisément. On sait que Kadhafi sort vivant de cette frappe. Il se protège dans les égouts. On voit les images où il est chopé par les rebelles. Il est mis vivant dans un 4x4. Après, on n'a plus d'images et après, on le voit mort. Et après, on voit même son corps à la morgue et on voit qu'il a reçu des balles. Le problème là-dessus, c'est que l'ONU a demandé comment on appelle ça, qu'il y ait une autopsie du corps de Kadhafi un médecin légiste et une autopsie pour avoir un peu un début de vérité médicale et scientifique sur de quoi il est mort, comment il est mort précisément. Et le Conseil national de transition libyen de l'époque s'y est opposé. Voilà. Donc, sur Kadhafi, on ne sait pas. Concrètement, qui a tiré, dans quelles circonstances. Ça ne veut pas dire que c'est des agents secrets français. Je ne dis pas ça, je dis je ne sais pas. Il y a même des témoignages dans le livre qui disent, notamment tu parles de Rami El Obeidi, qui est coordinateur du renseignement extérieur de ce conseil de transition dont tu parlais, qui lui accusait plutôt les services français. Si je les services français, voilà. Mais bon, c'est pas, son témoignage existe, il faut le relater, mais on n'a pas d'éléments objectifs qui permettent de le confirmer. En revanche, ce qui est certain, c'est que les forces spéciales françaises sont présentes autour de la fameuse scène. Pour une raison très simple, c'est pas parce que tout était prévu d'avance, c'est parce que quand on fait la guerre et que l'aviation doit frapper, il y a toujours des gens au sol pour diriger. Et ça fait d'une partie du boulot des forces spéciales. Bon, les gens sont là, c'est notamment le Canard enchaîné qui avait raconté que les forces spéciales étaient là, je crois, assez nombreuses autour de la fameuse scène. Et on sait par ailleurs que la Cour pénale internationale avait émis un mandat d'arrêt international contre Mouammar Kadhafi. Donc moi, ma lecture des événements, c'est que ce soit une opération de Barbouze qui a tué Kadhafi, que ce soit les dissidents libyens qui avaient quand même de sérieuses raisons de lui en vouloir qu'il ait tué. Ce qui est certain, c'est qu'on n'a rien fait pour le prendre vivant et l'emmener devant la justice. Voilà. Et ça me paraît être une conclusion factuelle. On a parlé tout à l'heure un petit peu de l'affaire Karachi, je voudrais revenir un petit peu là-dessus parce que je me posais la question. Alors, pour rappel, Karachi, c'est une affaire de corruption qui concerne des rétrocommissions sur des contrats d'armement au Pakistan et en Arabie Saoudite, qui auraient servi à financer la campagne de Balladur en 95. Alors, on peut pas s'empêcher de faire le parallèle parce qu'en plus, il y a des gens qui ont été impliqués dans l'affaire Karachi qui sont de nouveau impliqués dans l'affaire libyenne. On a Taqieddine, on a Thierry Gobert notamment. Donc, on a déjà ce groupe de personnes de la même famille politique qui utilisent déjà des moyens illégaux ou qui utiliseraient déjà des moyens illégaux pour récupérer de l'argent. La question, c'est est-ce qu'il peut y avoir une affaire libyenne s'il n'y a pas l'affaire Karachi avant ? C'est une super question. Et moi, c'est un peu l'histoire de ma vie à Mediapart. Parce que quand j'arrive à Mediapart en 2008, j'arrive au mois de février 2008, le journal est lancé en mars. Et avec Fabrice Lhomme, on fait des révélations en septembre 2008, le 13 septembre 2008. Ça s'appelle « Vente d'armes, une bombe au cœur de la République ». Et c'est ce qui va déclencher l'affaire du volet financier de l'affaire Karachi. Et en effet, avec le recul maintenant de 15 ans de journalisme à Mediapart sur ces histoires, on peut dire objectivement que l'affaire Karachi est le prélude à l'affaire libyenne. C'est la même histoire. Et moi, pendant très longtemps, j'étais persuadé que Ziad Taqieddine, qu'on découvre dans l'affaire Karachi, puisqu'il est celui qui fait le lien entre l'Arabie Saoudite, le Pakistan et les Baladuriens, soit dit en passant, les Sarkozys, ce sont des baladuriens qui ont vieilli. À 99%, les baladuriens sont ensuite devenus des sarkozystes. Bien, ce Ziad Taqieddine, moi, pendant très longtemps, au journal, j'étais persuadé que c'était l'homme d'un clan, les baladuriens, et d'une époque, à savoir le gouvernement Balladur 93-95. Et en fait, au printemps 2011, avec Karl Lasquet, quand on arrive à mettre la main, c'est ce qu'on raconte dans le podcast, sur les archives personnelles de Ziad Taqieddine,
dans un pays étranger, dans des circonstances que pour la protection des sources, je ne peux pas trop raconter. En fait, on tombe de l'armoire avec Karl, parce qu'on découvre plein de choses, les photos de vacances de Hortefeux, Gobert, comme il s'appelle, Jean-François Copé sur le yacht ou dans les piscines de Takedine. On découvre plein de choses sur les affaires Karachi et d'autres, mais en fait, on découvre qu'à partir de 2002, quand Sarkozy revient aux affaires, sans mauvais jeu de mots, et ministre de l'Intérieur, en fait, est tout de suite actionné Ziad Takedine pour refaire ce qui avait été fait de Karachi. Et donc, que Ziad Takedine devient une sorte de permanence de la part d'ombre du même clan politique pendant des décennies. Et ce qu'il faut bien comprendre pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'avant la Libye, ils avaient tenté un casse du siècle, rebelote avec l'Arabie Saoudite. Et qu'il y avait un contrat qui devait être signé par Nicolas Sarkozy alors qu'il était ministre de l'Intérieur et pas ministre de la Défense. C'est un contrat de défense avec l'Arabie Saoudite. Et là-dessus, Ziad Takedine, on est entre 2002 et 2004, avait fait tout un montage financier où il devait récupérer, je vous jure que c'est vrai, les chiffres sont fous, 300 millions d'euros de commissions occultes. Et en fait, la veille de la signature du contrat, Sarkozy devait prendre l'avion pour aller signer le contrat à Riyad en Arabie Saoudite. Jacques Chirac lui a interdit de voyager et lui a demandé d'annuler le contrat. Pourquoi ? Parce que les Chiraciens étaient persuadés, ayant découvert, d'ailleurs grâce au service, que Takedine était dans l'histoire, que rebelote, en fait, Sarkozy voulait se faire une caisse noire pour la présidentielle de 2007. Et donc, ce contrat a été annulé. C'était la fameuse guerre Chirac, Sarkozy, Villepin. Hein. Vraiment, c'est l'un des exemples les plus forts de cette guerre-là. Et donc, Ziad Takedine, bien en peine, dit aux Sarkozystes « Ah, mais j'ai un autre Eldorado. Je peux vous ouvrir les portes d'un autre pays. » Et c'est comme ça qu'à partir du printemps 2005, il ouvre la porte de la Libye de Kadhafi au Sarkozy. C'est-à-dire c'est dans les cendres du contrat saoudien qui a été stoppé par l'oukase de Jacques Chirac qu'est née l'affaire Kadhafi. Donc c'est un peu dingue quand on prend du recul par rapport à tout ça. Ouais, on pourrait considérer tout ça comme une seule immense affaire de corruption d'un clan politique. Exactement, mais ça l'est. C'est une immense affaire de la corruption de la droite française, en tout cas d'une partie de la droite française. Bon, pourtant, on va peut-être passer à la suite, mais malgré tout ce qu'on vient de raconter, malgré toutes les affaires, le lien avec des terroristes, avec ces affaires de corruption et tout ça, on a l'impression que l'affaire, elle n'a pas autant d'écho que ça. Il y a bien des articles dans les médias, mais en général ça passe assez vite. Par exemple, je voulais en parler en live l'autre jour, on l'a vu avec les gens sur le procès de Sarkozy, c'était 2 jours après l'annonce du PNF, et on a tapé avec les spectateurs, on a tapé Sarkozy sur Google Actu pour voir un petit peu ce qu'il y avait. Alors il y avait bien quelques articles sur l'affaire libyenne, mais il fallait un petit peu descendre en bas de la page. Mais sinon, avant ça, il y avait dédicace du nouveau livre de Sarkozy à Ajaccio, il y avait Sarkozy réagit sur l'affaire Michel Sardou, son avis sur les lacs du Connemara. Il y avait une petite dizaine d'articles là-dessus, et enfin, après, on arrivait à l'affaire libyenne. Comment toi t'expliques ça, cette espèce de décalage qui est assez hallucinant? Ben moi, j'avoue que je me l'explique pas totalement, si ce n'est que c'est vrai que ça me sidère. Et ça me sidère pas par, comment dire, par orgueil mal placé par rapport à Mediapart, parce qu'on a été très en amont de l'histoire et que c'est une histoire révélée par le journal. Ça me sidère vraiment en tant que citoyen. En effet, comment dire, la sortie de Juliette Armanet sur les lacs du Connemara a plus d'écho que la perspective d'un procès historique d'un ancien président et de 3 anciens ministres, dont 2 de l'Intérieur, accusés d'avoir été corrompus par une dictature. Bon. Et je dis ça et je précise que je suis un défenseur des lacs du Connemara, quitte à ce que ça surprenne. J'aime trop les balles populaires du sud de la France pour dire du mal des lacs du Connemara. Je vais titrer sur ça le live. Voilà, je suis très Nicolas Mathieu de ce point de vue-là, et ce qu'il écrivait sur les lacs du Connemara dans son livre Connemara est très juste de mon point de vue. Je me l'explique pas parce que si on prend ce dont tu parles, sur le renvoi de Nicolas Sarkozy, le renvoi, c'est pas un acte de procédure, parce que le renvoi, encore une fois, il se base sur un document qui s'appelle une ordonnance de renvoi, et dans le cas d'espèce, c'est un document qui fait 557 pages. J'ai rarement vu un document aussi charpenté. Ça ne veut pas dire qu'il va être condamné, hein. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer au tribunal. C'est-à-dire que les juges, les procureurs et les policiers estiment qu'il y a des charges contre lui qui justifient qu'il soit jugé et, de leur point de vue, condamné devant un tribunal.
on parle d'un homme qui a déjà été condamné en première instance et en appel dans une affaire de corruption qui est l'affaire Bismuth, trop souvent appelée à tort l'affaire des écoutes, et qui a été condamné en première instance à de la prison ferme également dans l'affaire Big Malion. Cette fois, c'est le financement de sa campagne de 2012, qui a coûté au moins 25 millions de plus que le plafond légal, et dont le procès en appel va avoir lieu au mois de novembre prochain. Eh bien, ce renvoi de Sarkozy dans l'affaire libyenne, il a lieu le lendemain du mugshot de Trump aux États-Unis. Mugshot dont tout le monde a parlé dans la presse en France. Tout le monde. Les poursuites de Trump aux États-Unis, qui est au même stade que Nicolas Sarkozy dans l'affaire libyenne. Trump n'a pas été condamné dans les affaires. Il est poursuivi, il est officiellement inculpé, comme on dit aux États-Unis, on dit mise en examen. Même Sarkozy est un peu plus loin aujourd'hui dans la procédure, parce qu'il a été condamné dans 2 autres dossiers, mais là, il est renvoyé. C'est-à-dire que c'est plus que mise en examen, c'est qu'on estime que, vous savez, petite précision de droit, quand on est mis en examen, c'est parce qu'on estime qu'il y a un faisceau d'indices graves ou concordants qui justifie la mise en examen. Quand vous êtes renvoyé devant le tribunal, ça veut dire que ce faisceau d'indices sont devenus des charges. Donc c'est plus lourd. C'est-à-dire que l'enquête a vraiment permis de déterminer que les indices sont plus que des indices, sont désormais des charges. Voilà. Ça, c'est la petite explication juridique que je ferme. Bon. Et moi, ça me sidère de voir que dans l'appareil médiatique français, je généralise pas, parce qu'il y a vraiment du bon partout, du mauvais, c'est pas la question, mais c'est globalement, hein, quand on regarde la météo de tout ça, pourquoi on arrive à regarder ce qui se passe aux États-Unis et on est incapable de regarder ce qui se passe en France en la matière. Et ça, je sais bien que Sarkozy a sorti son livre pour ça, Le temps des combats. D'ailleurs, c'était une question dans le chat, tu as anticipé une question qui demandait si c'était justement... Oui. Non, mais alors ça, bien sûr, je peux répondre. Alors ça, c'est pas moi qui le dis ou qui l'invente, c'est écrit dans Le Point. C'était un confidentiel du Point de la semaine dernière, qui n'est pas le journal le moins bien informé sur Sarkozy, qui dit que Nicolas Sarkozy a conçu la sortie de ce livre et même accéléré la sortie de ce livre à la rentrée, au mois d'août, parce que ça lui permettait de faire barrage aux affaires. Bon. Et alors, il y a un élément qui permet d'aller dans ce sens-là, c'est que tout le monde savait que c'était au mois d'août que l'ordonnance de renvoi allait être signée. Pour une raison très simple, c'est que la juge d'instruction principale qui dirige le dossier, qui s'appelle Aude Burézy, qui est l'une des plus grandes magistrates financières françaises, avec Serge Tourner qui a longtemps été son complice. Ce serait mal à propos pour un juge, mais son partenaire d'enquête dans l'affaire libyenne, Aude Burézy, devait quitter son poste légalement à la fin du mois d'août. Voilà. Parce que ça faisait 10 ans qu'elle était au même poste. En France, il y a une règle qui veut que les juges spécialisés ne peuvent pas rester plus de 10 ans au même poste. Et donc, il était évident qu'elle allait rendre son ordonnance de renvoi avant de partir. Pas après, évidemment, avant. Donc, Nicolas Sarkozy, il a sorti ce livre pour ça, qui est des médias amis, notamment qui appartiennent au groupe Lagardère, dont Nicolas Sarkozy est membre du conseil d'administration, je pense à Europe 1, au JDD, à Paris Match ou d'autres, qui jouent ce jeu-là de la com autour du livre plutôt que les questions autour de l'affaire libyenne. J'ai envie de dire, ça ne me surprend pas beaucoup. Mais que d'autres ne donnent pas l'importance qu'elle mérite à cette histoire et à cet événement, c'est un événement, le renvoi de Nicolas Sarkozy, j'avoue que ça me sidère. J'ai tendance à penser que ça peut en partie s'expliquer par une grande maladie française, qui est le rapport qu'on peut avoir certains dans ce qu'on peut appeler les élites, la presse, je ne sais pas comment il faut appeler ça, et encore une fois, je ne veux pas tout essentialiser, mais un rapport un peu malade que nous avons vis-à-vis de la corruption dans notre pays. On n'arrive pas à regarder notre pays les yeux dans les yeux sur la question de la corruption. C'est le thème d'un livre que tu as sorti récemment, Pas tiré d'affaires, c'est exactement. Ça ? Exactement, Pas tiré d'affaires, c'est un petit livre que j'ai sorti au Seuil il y a pas longtemps, enfin il y a 1 an. Et j'essaye d'analyser ça. Et je crois que là, on est au cœur de ça. En France, on est quand même les citoyens d'un pays dont un président de la République, Chirac, a été condamné pour des atteintes à la probité, dont le successeur, Sarkozy, je ne vous refais pas le film, a été 2 fois condamné dans 2 affaires et renvoyé dans l'affaire libyenne et menacé dans encore d'autres affaires, dont le Premier ministre de Jacques Chirac, Alain Juppé, a été condamné pour des atteintes à la probité, dont le Premier ministre de Sarkozy, François Fillon, a été condamné pour des atteintes à la probité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire 2 chefs d'État, 2 chefs de gouvernement condamnés on ne peut pas faire plus haut dans l'appareil politique français, l'exécutif français, qui ont été condamnés pour des atteintes à la probité. Mais je peux donner une autre statistique,
6 des 8 derniers ministres de la justice, 6 des 8, 6 sur 8, sont aujourd'hui entre les filets de la justice anticorruption. Soit qu'ils aient été condamnés, soit qu'ils vont être jugés, soit qu'ils soient mis en examen. Condamnés, c'est le cas par exemple de Jean-Jacques Urvoas, bientôt jugé, c'est le cas par exemple de François Bayrou. Condamné, c'est le cas de Michel Mercier. Mis en examen, c'est le cas de Rachida Dati. Bientôt jugé, c'est le cas de Éric Dupond-Moretti. Ça aussi, c'est quand même une spécificité française. On a un ministre de la Justice en exercice qui va être jugé par la Cour de justice de la République pour avoir fait pression sur des magistrats anticorruption à la veille d'un dossier, d'un procès Sarkozy, le procès Bismuth, dans lequel était également poursuivi le meilleur ami du ministre, à savoir l'avocat Thierry Herzog. Enfin, franchement, on dirait c'est une histoire qui se passe à Palerme, personne serait choqué. En fait, ça se passe chez nous, voilà, en France. Et on n'arrive pas à regarder ça parce qu'il y a quand même une espèce de considération que les affaires, c'est un rhume de la démocratie. Que la délinquance en col blanc, voilà, ça va, ça vient. Voilà. Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est un cancer, que ça détruit la démocratie, ça détruit la confiance du peuple dans ceux qui le représentent. Voilà. Et quand vous avez une presse qui est parfois soumise en partie, je dis bien en partie, aux intérêts des mises en cause, ou qui est détenu par des gens qui ont eux-mêmes maille à partir avec la justice anticorruption, c'est le cas du groupe LVMH, c'est le cas de M. Bolloré, c'est le cas de M. Drahi, enfin voilà, et en fait, on n'est pas dans une économie globale, intellectuelle et médiatique, qui permet de comprendre le fléau de ce qu'est la délinquance en col blanc en France. Voilà. Donc c'est comme ça que j'analyse un peu, je ne sais pas si c'est toutes les raisons, peut-être qu'il y a d'autres raisons, que dans plein de rédactions, on ne croit pas à cette affaire, comme si c'était de la croyance, peut-être que les gens n'ont pas récupéré l'ordonnance que pourtant nous avons rendue publique. Voilà, je ne sais pas, je ne peux pas donner des réponses pour tout le monde, mais le fait est que quand je vois que cette histoire fait un tout petit appel en une minuscule à la une du Monde et rien du tout à la une de Libé le lendemain, je me dis, putain, pourquoi quoi ? Comment c'est possible ? Est-ce que tu as encore un peu de temps ou est-ce que... Oui, bien sûr, oui, j'ai prévu. Ok, super, parce que je voulais un peu passer à la question de la défense en elle-même de Nicolas Sarkozy. Alors il y a un épisode du podcast qui est consacré. Alors je voulais te lire un extrait, je voulais lire au chat un extrait aussi de l'interview de Sarkozy dans Le Parisien, qui est sorti donc au lendemain de la publication par Mediapart de l'ordonnance de renvoi du parquet national financier. Alors c'est des lecteurs et des lectrices qui interrogeaient Nicolas Sarkozy. Une lectrice demande vous avez été condamné par la justice, vous êtes en appel dans plusieurs affaires, comment vit-on avec cette épée de Damoclès au quotidien? L'hypothèse d'aller en prison vous fait-elle peur? Bon, je commente pas sur la tournure de la question, mais la réponse donc de Nicolas Sarkozy: je suis la personnalité publique qui a sans doute été le plus interrogée et contrôlée en France. Ils n'ont rien trouvé. Il ne suffit pas de cracher sur quelqu'un ou de l'accuser pour le rendre coupable. Cet acharnement est une épreuve, mais quand on a la vie qui est la mienne, on ne peut pas avoir les avantages sans les inconvénients. Je ne baisserai pas la tête pour quelque chose que je n'ai pas fait. S'il faut que j'aille jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour faire valoir mes droits, je le ferai et je gagnerai. Je suis combatif et serein. Alors ça, pour moi, c'est vraiment l'essence de la défense de Sarkozy, c'est qu'il n'y a pas de dossier, il n'y a rien. On lui dit clairement qu'il a été condamné, mais il réagit comme ça. Toi, tu as une réaction à ses propos. C'est extraordinaire. Et généralement, il ajoute toujours le même élément de langage. Je ne suis pas au-dessus des lois, mais je ne suis pas en dessous non plus. Monsieur Boulot, Madame Elkrieff, etc. C'est un truc, c'est son gimmick préféré. Là, il ne l'a pas fait. Bon. Il faut analyser cette réponse. Elle est extraordinaire. Elle est merveilleuse. Moi, j'adore. C'est vraiment mon crush, Nicolas Sarkozy. En fait, d'abord, il dit, j'ai été, prenons dans l'ordre, tu me diras si je me trompe, mais je le fais de mémoire. Il dit, j'ai été l'ancien président le plus contrôlé, le plus lasérisé. Parfois, il utilise ce il dit même personnalité publique, même pas qu'ancien président. Personnalité publique le plus contrôlé. Il devrait ajouter le plus condamné. Jamais dans l'histoire de la République française, un ancien président n'a été autant condamné dans des affaires. Donc, il oublie quand même cette petite partie-là. La deuxième partie, c'est qu'ils n'ont rien trouvé. Alors, il a été condamné sur quoi ? C'est-à-dire que là, il y a eu des dizaines de magistrats, de policiers, de juges d'instruction, de juges du siège, du juge de la cour d'appel, de juges de la cour de cassation, de procureurs, parfois du parquet de Paris, parfois du parquet national financier, qui ont, au fil des ans, parce que ça fait quand même à peu près 12-13 ans qu'il est sous enquête, se sont tous réunis un jour pour monter un complot et se dire, tiens, on va le condamner sans rien dans aucun dossier. En fait, la meilleure des réponses à cette question-là, c'est qu'il faut lire les jugements
qui condamne Nicolas Sarkozy. Et en fait, chacun pourra se faire, parce que la justice, elle est quand même rendue au nom du peuple français, et publiquement se faire un avis sur le fait s'il n'y avait rien dans l'affaire de corruption Bismuth, affaire très intéressante dans laquelle Nicolas Sarkozy est le corrupteur et le magistrat le corrompu. Un magistrat de la Cour de cassation qui montre bien qu'en effet, il peut y avoir des problèmes dans la justice, puisque la personne condamnée pour corruption dans cette affaire est un magistrat de la Cour de cassation. Donc Nicolas Sarkozy a raison de dire qu'il y a parfois des problèmes dans la justice, mais enfin, il ferait mieux de regarder les dossiers dans lesquels il a été condamné pour s'en convaincre, ou le jugement de l'affaire Big Malion, ou l'ordonnance de renvoi dans l'affaire libyenne. La deuxième chose, c'est qu'il dit ils n'ont jamais rien trouvé de probant. Ah bon? Mais alors, pareil, sur quoi a-t-il été condamné? Mais rien n'a jamais été tellement trouvé de probant que même quand on s'intéresse de près à ses comptes personnels, on trouve des choses. Récemment, Mediapart a fait des révélations sur 300 000 euros qu'il a touchés en 2018. De qui? Du fonds souverain du Kremlin de M. Poutine, au moment où, en 2018, il est allé à Moscou pour dire tout le bien qu'il pense de Vladimir Poutine. Et là, pour revenir à ta question sur les effets de bord médiatiques, quand il fait son 20h tout récemment de TF1 devant Gilles Boulot, qui est un journaliste moi, que j'aime bien en demeurant, il commence à lui poser des questions, Gilles Boulot, sur ses déclarations récentes sur Poutine et la Russie qui ont horrifié tous ceux qui se penchent un peu sur la guerre en Ukraine. Bon. Puis qui ont été filmés en plus. Hein. Oui, exactement. Et il lui pose la question sur ce qu'il a dit sur Poutine et la Russie. Il revient, je lui dis c'est super, il y a un droit de suite, il ne va pas le lâcher. Et puis après, on passe à autre chose. Et la question n'est pas posée sur mais Monsieur Sarkozy, vous êtes lié financièrement à la Russie. C'est pas simplement parce que lui, il va à juste raison. Il va dire mais attendez, c'est du débat d'idées. C'est du débat politique. J'ai bien le droit d'avoir une position géopolitique qui ne vous plaît pas, c'est mon opinion, etc. Très bien. Et si on reste là-dessus, en fait, on est piégé. Bien sûr qu'il a le droit de penser ce qu'il veut, même si, à titre personnel, moi, ça m'horrifie, mais on s'en fout, en fait. C'est pas la question. Mais la question, c'est, mais vous avez touché de l'argent du fonds souverain du Kremlin. Donc, en fait, vous avez parti lié financièrement avec cette histoire. Et en plus de ça, on avait révélé, c'est Yann Philippin à Mediapart, qu'il avait touché aussi 3 millions d'euros de 2 oligarques proches de Poutine. Voilà. Donc, quand il dit il n'y a rien de probant, bon, en fait, si, quand on regarde un peu, même sur ses comptes personnels, on trouve de l'argent de la Russie. Voilà. Alors, ensuite, il dit, ça c'est intéressant, on ne peut pas avoir l'avis que j'ai eu sans avoir les inconvénients. Ce qu'il dit, le sous-texte de ça, c'est des choses qu'il a dit de manière plus franche, c'est, en fait, on s'attaque à moi, non pas pour ce que j'ai fait, mais pour qui j'étais. Donc là, c'est le début de les magistrats se vengent, le complot des juges, les juges rouges. Voilà. Alors là, on est exactement dans Netanyahou, Berlusconi, Trump. C'est exactement la même chose du très vieux populisme, du populisme judiciaire. Et encore une fois, bien sûr que des magistrats peuvent faire des erreurs, des magistrats peuvent être manipulés, manipulables. Voilà. Mais en l'occurrence, il faut regarder dans ces dossiers. Est-ce qu'on a le début de la queue de quelque chose? Il y a absolument rien contre les magistrats dont on parle. Donc, ce qu'il veut faire, c'est alimenter l'idée d'un complot de juges et de François Hollande, parce que c'est son obsession, François Hollande, qu'aurait créé le PNF pour faire tomber Nicolas Sarkozy, étant entendu que tous les gens qui instruisent les dossiers d'instruction ou le jugent devant les tribunaux ne sont pas des gens du parquet national financier. Alors que le PNF qui a été créé à la suite de l'affaire Cahuzac par Hollande, je peux rappeler aux gens. Voilà, le PNF a été créé après les révélations de Mediapart sur la fraude fiscale du ministre du budget Cahuzac, en effet, en 2013. Voilà. Et donc, dernier point, il dit s'il le faut, j'utiliserai tous les moyens légaux, comme dirait Jean-Jacques Goldman, j'irai jusque devant la CEDH. Oui, c'est ce qu'il dit. Ouais. C'est génial. C'est le Nicolas Sarkozy qui parlait des droits de l'homiste, qui n'était pas contre, à certains égards, de sortir de la Cour européenne des droits de l'homme sur d'autres questions, plutôt des questions migratoires ou de droit d'asile ou d'autres sujets, qui aujourd'hui veut se raccrocher aux branches de la CEDH. Et il a raison.
moi, c'est son droit, et bien sûr que il a le droit d'aller jusque devant la CEDH. Mais pourquoi il fait ça, en fait? C'est parce que là, moi, j'en veux beaucoup à une partie de mes confrères et des consoeurs, enfin, je leur en veux, c'est pas personnel, mais... Et une partie du monde politique, c'est que il utilise un concept qui est pourtant si important, si beau, pour empêcher le débat public autour des affaires, c'est celui de la présomption d'innocence. En fait, quand on est poursuivi, parce qu'on est poursuivi, on est présumé innocent. Quand on est jugé, parce qu'on est jugé, on est présumé innocent. Quand on est condamné, si on a fait appel, on est toujours présumé innocent. Si on se pourvoit en cassation après la condamnation en appel, on est toujours sur le plan des principes présumé innocent. Mais ça, la présomption d'innocence, c'est une notion juridique qui veut que personne ne peut présenter comme coupable pénalement quelqu'un avant qu'il ait été condamné définitivement. Oui, mais ça n'empêche pas de révéler les affaires. Mais ça n'empêche pas de discuter. Et puis ça n'empêche pas de faire de la politique. Ça n'empêche pas, ce que je veux dire de faire de la politique, de réfléchir. Ça n'empêche pas de se dire qu'on a peut-être un problème avec Nicolas Sarkozy et la corruption. Je dis Nicolas Sarkozy, mais on pourrait parler d'autres personnes. Et là, je trouve que c'est vraiment dégueulasse de faire ça, parce que c'est utiliser ce si beau concept de la présomption d'innocence, en réalité, pour empêcher le débat public sur ce type d'histoire. Et c'est ça que Nicolas Sarkozy arrive à faire dans les 4 petites phrases. C'est un très bon communicant, par exemple, dans sa réponse à la lectrice du Parisien. Et là, on voit aussi que dans l'esprit de certains médias, le dossier libyen est vide. Ils reprennent le narratif de Sarkozy. Alors, le narratif de Sarkozy en public, c'est de dire qu'il n'y a rien dans le dossier libyen. Bon, il y a quand même, là, j'ai le livre de 600 pages avec moi. Il y a le dossier de la justice, tout ça. Il y a un élément qui a montré que cette idée que le dossier libyen était vide fonctionnait. C'était la fausse rétractation de Takieddine. Ah oui. C'était cette vidéo je crois d'une trentaine de secondes seulement où Takieddine explique finalement non, bah en fait tout ce que j'ai dit c'était pas vrai. Sarkozy en fait il a rien à voir dans l'affaire libyenne. Et là pas mal de médias, dont BFM qui a sorti la vidéo, ont embrayé en disant ah bah effectivement il y a rien. Sarkozy derrière qui sort un communiqué en disant non c'est vrai il y a rien dans l'affaire libyenne, et personne s'est dit tiens si j'allais voir dans le dossier libyen s'il y a d'autres choses que juste les déclarations de Takieddine. Exactement. En fait ça c'est vraiment une opération exceptionnelle. D'abord de communication et ensuite de manipulation de la justice. Takieddine, qui a été un accusateur de Sarkozy dans le dossier, c'est vrai que ça a été un accusateur, subitement se met à dire, comme tu le dis, il est filmé avec le micro-cravate qui pendouille sur la marina de Beyrouth, c'est 29 secondes ou 32 secondes, je ne sais plus, sur BFM. En fait, finalement, non, Kadhafi n'a jamais donné d'argent. Et là, édition spéciale, urgent de l'AFP, ça y est, c'est la fin de l'affaire libyenne, Mediapart a raconté n'importe quoi, le dossier s'écroule, des questions au Parlement, mais c'est quoi ces juges? Nicolas Sarkozy qui, dans les secondes après la diffusion du sujet, fait un communiqué, la vérité avec un grand V, éclate enfin, point d'exclamation. Alors, il écrit très vite, soit il était au courant de il écrit très vite, on va dire ça, on va dire qu'il écrit très vite. Il va ensuite lui-même sur BFM TV pour dire, non pas ce que dit Takieddine, c'est important, mais le problème dans ce dossier, c'est les juges, parce qu'en fait, dans cette fausse rétractation de Takieddine, l'objectif de cette opération, parce que c'est une opération, c'est de mettre en cause les juges, la justice. Le juge Tournaire qui est nommé, je crois, par Takieddine. Voilà, parce que ce qu'on fait dire à Takieddine, et on lui fait dire, c'est que en fait, le juge Tournaire lui aurait dit « Accusez Nicolas Sarkozy, et moi, je vais lever les saisies immobilières qu'il y a contre vous dans l'affaire Karachi ». Pas de peau, le juge Tournaire n'est pas chargé de l'affaire Karachi, donc il ne peut pas lever aucune saisie immobilière. Et Takieddine, il a été entendu, je crois, 6 ou 7 fois par le juge Tournaire. Il n'a jamais varié d'un iota dans ses déclarations de ce point de vue-là. Voilà. Mais surtout, ce qu'on découvre, c'est que cette rétractation, qu'on a appelée une fausse rétractation, était en fait rémunérée. Et c'est devenu un dossier judiciaire pour lequel sont actuellement mises en examen 8 personnes pour subornation de témoins et association de malfaiteurs, parce qu'il a été découvert que des flux financiers de gens dans l'entourage de Nicolas Sarkozy ont été envoyés au Liban pour Ziad Takieddine, afin qu'il fasse cette fausse rétractation. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy a été entendu comme suspect dans le dossier, et certains mauvais esprits disent qu'il pourrait être rattrapé par la patrouille à la rentrée dans ce dossier. J'en sais rien, on verra bien ce qui va se passer. Mais ce qui est fascinant, pour rebondir sur ta question, c'est qu'il y a un emballement médiatique autour de la fausse rétractation de Takieddine, comme si on est en 2020, donc on est 9 ans après l'article. Voilà, 8 ans d'enquête judiciaire.
comme si des juges d'instruction avaient fait reposer une affaire aussi grave sur les déclarations d'un homme comme Taqiyouldine. Je veux dire, faut vraiment prendre les enquêteurs de l'Office anticorruption, les procureurs du parquet ou les juges d'instruction pour demeurer que de faire à croire qu'un dossier d'une telle ampleur qui met en cause un ancien président de la République, puisqu'il est déjà mis en examen à cette époque, et c'est même intéressant, cette opération de la fausse rétractation de Taqiyouldine, elle a lieu un mois après la nouvelle mise en examen de Nicolas Sarkozy pour association de malfaiteurs, qui est un délit très infamant pour un ancien président. Et donc, c'est l'origine de cette opération, c'est la nouvelle mise en examen de Nicolas Sarkozy dans le dossier. Voilà. Et donc, penser que le dossier repose là-dessus, c'est une aberration. Mais c'est une aberration conceptuelle. Mais il suffit d'aller voir ce qu'il y a dans le dossier pour voir que cette aberration conceptuelle est une aberration factuelle. Voilà. Et c'est là, c'est vrai, quand l'ordonnance de renvoi est tombée, et puis que là, au service enquête, on a regardé un peu la faible médiatisation, on se disait, putain, mais tu te rappelles, quand il y a eu la rétractation de Taqiyouldine, le bazar que c'était. Moi, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner sur le mode, alors, vous êtes trompé, vous allez présenter vos excuses. Ah oui, directement. Oui. Et puis, il fallait réagir, alors, vous pensez quoi? Et puis, édition spéciale, le dossier libyen affaibli, etc. Et là, j'ai reçu un coup de fil de France Info, c'est tout. Voilà. Donc on se dit, bon après je m'en fous, c'est pas pour parler de moi, on s'en fout de mes passages médiatiques, c'est pour montrer la disproportion de la résonance de certains pans de l'affaire selon qu'ils aillent dans le sens ou pas de Nicolas Sarkozy. Je vais commencer à prendre des questions du chat s'il y a des gens qui ont des questions à poser à Fabrice Arfi. Juste avant la dernière question, c'est, je sais pas si on te l'a déjà posé, mais je pense qu'on te l'a déjà posé, c'est quand même un espèce d'achèvement d'avoir ce procès qui s'annonce là pour une enquête sur laquelle t'es depuis bientôt, ça fait 12 ans maintenant depuis la sortie du premier article, ouais. 13 ans. Ça fait quoi comme effet de se dire que c'était la fin de cette enquête-là? Alors, il va y avoir le procès, quand même. Le procès qui... Je le redis, et pardon, c'est pas pour mettre des grands mots à côté, mais c'est un procès historique, et c'est un procès qui va être dur et qui va être âpre. C'est un procès qui va durer 4 mois, donc quand même en 2025, c'est énorme, hein, 4 mois de procès avec un ancien président, 2 anciens ministres de l'Intérieur, Guéant et Hortefeux, l'ancien ministre du Budget qui était le trésorier de la campagne, Éric Woerth, qui est quand même aujourd'hui questeur de l'Assemblée nationale, qui est au bureau de l'Assemblée nationale, qui a été président de la commission des finances avant cela, avec Thierry Gobert, avec les intermédiaires Taqiyouldine et Djouri, même si Taqiyouldine est en fuite au Liban, avec un ancien cadre de la multinationale EADS Airbus. Enfin, faut quand même imaginer ce que ça va être. Pour répondre à ta question le plus honnêtement possible, je vois pas ça comme un achèvement, parce que comment dire, je ne considère pas que c'est la justice qui permet de jauger la qualité ou pas du journalisme. C'est-à-dire que nous, notre boulot, c'est de produire des informations vraies et d'intérêt public qui parfois recouvrent des définitions offertes par le code pénal. Voilà. Mais c'est pas parce que les informations parfois ne rencontrent pas le code pénal que les informations sont fausses. Hein, c'est par exemple dans l'affaire Bettencourt, dans laquelle Woerth a été relaxé au procès et Sarkozy a profité d'un non-lieu au stade de l'instruction. Dans les entourages de Sarkozy, mais même ailleurs, dire ah ben voilà, Mediapart s'est trompé. Mais moi je retire pas une virgule de ce qu'on a révélé sur les conflits d'intérêts de Woerth et d'autres questions autour de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bettencourt. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas un achèvement de ce point de vue-là. Cela étant, et ça va peut-être paraître un peu paradoxal, mais enfin bon, on est tous un peu complexes, cela étant, d'avoir eu entre les mains ce document de 557 pages qui vient documenter, au-delà des analyses juridiques qui appartiennent à la justice, mais qui vient dire que 2 et 2 font 4, que tel fait a bien eu lieu, que tel versement qu'on a révélé est en effet authentique, que telle chose ont pu être vérifiées par d'autres, c'est-à-dire par les enquêteurs et par les juges, bah, il y a quand même se dire, bah, en fait, on n'a pas rêvé. Oui. Il y a bien une affaire Sarkozy. Parce qu'on en vient à en douter soi-même, hein, même. C'est pas qu'on en doute soi-même, mais c'est qu'il y a un tel silence ou un tel bruit contradictoire, etc. En effet, et ça paraît paradoxal, il n'y a pas une
y a pas quelque chose qui relève de l'achèvement, mais il y a quelque chose qui relève de se dire, ah bah, voilà, en fait, ça existe vraiment, quoi. On se trompe pas, même si, encore une fois, tu sais, dans ce dossier, nous, on a été très poursuivis, hein. On a été poursuivis par Guéant, par Hortefeux, par Sarkozy et par Takedine dans ce dossier. Et par Gattegno, le journaliste de l'ancien directeur de Paris Match et du JDD, qui est une sorte d'avocat médiatique de Sarkozy dans cette histoire. On a gagné l'intégralité de nos procès. C'est des procès durs, c'est des procès longs, etc. Bon, on a gagné tous nos procès. Donc c'est aussi ça l'état de droit. C'est-à-dire que tous ces gens nous ont accusés soit d'avoir publié des faux documents, soit de diffamation. On a gagné, y compris juste devant la Cour de cassation. Donc ceux qui excipent toujours de l'état de droit pour défendre des gens accusés de corruption, qu'ils n'oublient pas que l'état de droit, il profite aussi aux journalistes et que dans le cas d'espèce, nous avons gagné tous nos procès. Ok, bah je vais commencer à prendre quelques questions du chat. Il y a quelques questions. J'essaie de faire un mix des questions qui ont des thèmes semblables. Alors on a Soubak et puis Fulgur qui demandent à peu près la même chose. C'est avez-vous reçu des menaces personnelles au cours de votre carrière? Et quand on enquête à la fois sur des gens qui ont des amis au sein de la police et des gens comme Djouri qui sont connus pour être des tueurs. Alors je sais pas si Djouri est connu pour être un tueur, mais en tout cas la question c'est comment on vit sans avoir peur d'être assassiné. Bah, globalement c'est des questions sur les menaces, sur la pression quand on travaille sur ce genre d'affaires. Alors c'est des questions très récurrentes et elles sont normales. Est-ce que à Mediapart, on a déjà été cambriolé? Oui. Espionné? Oui. Menacé? Oui. Moi, je l'avais été par un homme d'ailleurs qui était proche de Takedine au début de nos révélations sur l'affaire libyenne. Et pour autant, est-ce que on vit dans la peur? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est très protégé. Pour une raison simple, c'est que en fait, la publicité, c'est-à-dire le fait qu'on signe des articles, qu'on soit interrogé, qu'il y ait de la médiatisation mine de rien autour de tout ça, et qu'on soit dans une rédaction où on est un collectif avec des avocats, une direction qui nous soutient, etc., etc. En fait, c'est pas nous qui sommes en danger dans ce type de dossier. Parce que nous, on est exposé. Quand on est exposé, il y a un bouclier de la publicité. Pour autant, est-ce qu'on est très prudent? Est-ce qu'on fait attention pour les raisons que j'ai indiquées? Oui. Ça, c'est oui, parce que on est très prudent, évidemment, à la fois pour nous, mais surtout, et c'est ça les gens qui sont en danger, c'est nos sources. Ça, c'est des gens qui ne sont pas exposés. C'est même des gens qui ne sont pas censés nous parler. Parce que le propre du métier de journaliste, c'est quand même d'obtenir des informations auprès de gens qui ne sont pas censés nous les donner. Parce que sinon, on recopie les discours, les communiqués de presse. Voire même qui ont interdiction ou qui violent un règlement ou la loi pour nous les donner. Et pourtant, on a le droit de les recevoir. C'est ce que dit la jurisprudence. Donc, c'est toute l'intranquillité d'une démocratie médiatique. Et c'est formidable, parce que c'est ça qui fait le sel du journalisme. Mais ces gens-là, eux, ils se mettent vraiment en danger. Eux, ils se mettent en danger. Ils se mettent en danger dans leur métier. Ils se mettent en danger parfois plus. Ils se mettent en danger parfois dans leur vie, dans leur santé, dans leur vie familiale. Et nous, notre devoir le plus important, le plus cher, c'est de les protéger. C'est que jamais on ne sache qui parle à Mediapart. Et donc, pour toutes ces raisons, on fait attention. Et après, il y a ce qui relève du débat normal, même si parfois ça peut confiner au harcèlement judiciaire. Mais moi, je suis de ceux qui disent que c'est tout à fait normal qu'on réponde devant la justice de ce qu'on nous reproche et de ce qu'on a écrit. C'est normal que si des gens estiment qu'ils ont été diffamés par nos articles, même si on écrit sur des gens que certains détestent, peu importe, quand je dis certains, c'est dans le lectorat ou ailleurs, ils ont les mêmes droits que n'importe qui. Donc là, je rejoins tout à fait Nicolas Sarkozy. Et le fait est que un journaliste, il a beaucoup de responsabilités. Nous, quand on écrit sur quelqu'un, ces gens-là, ils ont une vie sociale, même si elle est confortable, ils ont une famille, même si elle est aisée, peu importe. Ce qu'on écrit, ça peut être terrible pour leur réputation. Et donc, s'ils estiment qu'on a porté atteinte à leur honneur et à leur considération, c'est la définition de la diffamation, c'est tout à fait normal qu'on réponde devant les tribunaux. C'est pour ça que on va toujours dans la bataille judiciaire, à condition que ce soit dans le cadre de la loi sur la presse, une très belle loi de 1881, et c'est pour ça que je rappelle à chaque fois que nous gagnons nos procès. On a d'autres questions sur le volet judiciaire. Alors c'est plutôt de la prospective sur ce que va être le procès, c'est peut-être un peu plus dur de répondre, mais les gens demandent alors
est-ce que les gens pourront aller en prison ou pas, vont aller en prison ou pas? Est-ce qu'ils pourront s'en sortir avec des peines minimes? Parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup quand il y a des procès de personnes puissantes. Et une question qui est un petit peu connexe, c'est pourquoi Nicolas Sarkozy, vu la gravité des faits reprochés, n'est pas en détention préventive? Voilà. Alors, on dit détention provisoire maintenant. Avant, on disait préventive, maintenant on dit provisoire. Parce qu'en fait, la détention provisoire, pour y être soumis, ne dépend pas de la gravité des faits. Ça dépend d'autres critères qui sont les garanties de représentation, le fait de ne pas faire pression sur les témoins, de ne pas s'arranger avec les complices, etc. etc. Et en fait, les juges d'instruction ont estimé qu'un contrôle judiciaire serré, parce qu'il a eu un contrôle judiciaire serré qui l'empêche de rencontrer des gens, qui l'oblige à rendre son passeport concernant certains voyages. Il y a des pays dans lesquels Nicolas Sarkozy n'a pas le droit d'aller à cause de l'affaire libyenne. Il y a plein de gens qu'il n'a pas le droit de rencontrer, etc., etc. Les juges ont estimé que ça suffisait pour leur enquête et que probablement, même si je ne suis pas dans leur cerveau, le placer en détention provisoire aurait alimenté le procès en justice spectacle alors que la mise sous contrôle judiciaire était largement suffisante. Cela étant dit, s'il avait été découvert que Nicolas Sarkozy ne respectait pas son contrôle judiciaire, ça aurait été un motif automatique quasiment de le placer en détention provisoire. En ce qui concerne le quantum des peines, comme on dit, à quoi ils vont être condamnés concrètement, c'est le commentaire qui revient le plus souvent. Oui, mais au final, les peines sont minimes, etc. Ça, c'est hyper intéressant comme débat, parce que, en effet, moi, je suis de ceux qui pensent qu'on devrait s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres démocraties, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Israël, en la matière. Si on considère que la délinquance en col blanc, la corruption, le trafic d'influence et tous les délits corollaires, que c'est une délinquance qui fait très mal à la société, alors il faut qu'elle soit réprimée fortement. Et c'est vrai qu'on est un peu en France, mais pas qu'en France, mais on est en France dans l'idée que les violences aux personnes, comme on a des victimes identifiées, c'est très grave. La délinquance financière, ça flotte un peu au-dessus de nous, c'est moins grave. En fait, il y a des victimes dans ces histoires. C'est nous. C'est nous. Nous sommes tous les victimes anonymes. Nous sommes la grande masse des parties civiles de tout ça. Parce que ces gens-là, quand ils sont condamnés, la justice estime parfois, et les commentateurs ont le droit de le penser, c'est mon cas, qu'ils trahissent une partie du pacte républicain et de la promesse démocratique. Donc c'est très grave. Alors on peut considérer que les peines, elles sont trop basses encore aujourd'hui. Et moi, je ne veux pas apparaître comme un journaliste, qui aime la répression ou carcérale. Un jour, il y a un sociologue qui m'a dit que j'étais la gauche carcérale. Voilà, c'était, comment il s'appelle, Geoffroy de la Gannerie. Il m'avait fait ce reproche-là parce que j'avais fait un article qui interrogeait justement la question des gens qui nous écoutent sur pourquoi il y a un tabou français sur la prison dans la délinquance en col blanc, et notamment sur la question de la fraude fiscale. Bon. Parce que dans d'autres pays, il y a des gens qui vont en prison et longtemps pour ces questions-là. Je pense que ça évolue quand même. On est quand même dans un pays, même si on peut considérer que c'est peu, que certains peuvent considérer que c'est peu, le débat est ouvert. Enfin, Patrick Balkany est allé en prison. Claude Guéant a fait de la détention. Bien sûr, c'est pas longtemps, on peut considérer que c'est... Enfin, il faut imaginer ce que ça représente. Et c'est absolument certain que c'est ce qui leur fait le plus peur. C'est ça qui leur fait le plus peur, c'est de se retrouver à la santé. Et puis Nicolas Sarkozy, il a quand même été condamné 2 fois, dans Bismuth jusqu'en appel et dans Big Malion, au port du bracelet électronique. Alors on peut considérer. Alors, pour l'instant, il n'a pas à le porter parce qu'il a fait appel et il est en suspensif, pour Bismuth, donc c'est suspensif concernant l'exécution. Enfin, si ça doit avoir lieu, il faut quand même réaliser que ça n'est pas rien, que pendant, je ne sais pas, 6 mois, enfin, c'est ce que dira s'il est condamné définitivement le juge d'application des peines, qu'un ancien président soit assigné à résidence avec un bracelet électronique et des capacités de mouvement ultra réduites. Bon. Mais ce qui est certain, c'est la question sur l'affaire libyenne, c'est que là, l'affaire libyenne, avec un homme qui a déjà été condamné, imaginons que les condamnations sont confirmées. Donc, ce n'est pas un primo-délinquant, y compris sur la corruption.
y compris sur le financement illégal de campagne. Ça, c'est l'affaire Big Malion. Il est toujours présumé innocent, je le rappelle, s'il nous écoute, Nicolas Sarkozy. Qu'il n'hésite pas à s'abonner d'ailleurs à la chaîne Twitch, hein, s'il nous écoute. S'il se retrouve, il va se retrouver devant les juges dans l'affaire libyenne. En effet, là, la gravité des faits, au moment du procès, la gravité des faits joue. Et avec un CV judiciaire qui est déjà le sien, là, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais si des gens estiment d'entrer en voie de condamnation, ou si le PNF va demander sa condamnation, sachant que le PNF a demandé son renvoi devant le tribunal, je suis curieux, voilà, je vais dire ça comme ça, je suis curieux de savoir quel va être le niveau de la peine qui va être demandé, sachant qu'il encourt 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Il y a une autre question que je trouve intéressante, c'est Simone qui disait « Je me demande comment ils font pour se faire choper, à quel endroit leur machinerie a merdé ?» Et moi, ça me fait penser à une question sur l'impunité, en fait, le sentiment d'impunité. Ah bah c'est ça. Qui est énorme avec... ils écrivent les initiales NS, ils ont les documents chez eux. Enfin, c'est assez hallucinant, en fait, quand on lit les enquêtes. Mais en fait, c'est la réponse à la question. C'est... de mon point de vue, hein, moi je fais, comme on dit à l'armée, des rétex, des retours d'expérience. Et donc ce que je vois depuis, ça fait 24 ans que je fais ce métier, ce que je vois dans les affaires, c'est qu'il y a du structuralisme, il y a un invariant. Et l'invariant, c'est le sentiment d'impunité. Qu'est-ce qui fait que Jérôme Cahuzac, pour ne pas parler que de la droite, qu'est-ce qui fait que Jérôme Cahuzac, quand François Hollande, élu président de la République, l'appelle pour lui dire « Jérôme, je pense te nommer ministre du budget ». Qu'est-ce qui fait que Jérôme Cahuzac, qui a un compte à Singapour non déclaré, après avoir eu un compte en Suisse non déclaré, qui est un fraudeur fiscal depuis 20 ans, qu'est-ce qui fait qu'il dit « Oui, François, merci, je vais prendre ce poste-là », dont la fonction première, c'est d'organiser la lutte contre la fraude fiscale en France. C'est le sentiment d'impunité, évidemment. Qu'est-ce qui fait que Claude Guéant laisse dans la commode de son appartement à Paris le bordereau de la BNP avec les 500 000 euros dont il sait pertinemment que l'origine est, on va dire ça pudiquement, complexe. Bon, c'est le sentiment d'impunité. Cet homme a été directeur général de la police nationale, directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, numéro 2 de l'Élysée comme secrétaire général. Voilà. Et on pourrait déplier comme ça affaire. Qu'est-ce qui fait que dans ces dossiers-là, malgré le temps écoulé entre la commission des faits et l'enquête judiciaire, quand les policiers font quand même des perquisitions, parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi, pour des faits qui datent de 2005, on va faire une perquisition en 2017 ou 2018 ? Ça n'a aucun sens. Mais en fait, parce qu'ils gardent des trucs. Oui. Parce qu'ils oublient. Parce qu'un criminel de droit commun ne ferait pas, quoi. Ouais. Exactement. Alors maintenant, ils sont un peu plus rodés, ils s'adaptent, comme n'importe quelle criminalité, ça s'adapte, voilà. Mais c'est fondamental pour comprendre ça, parce que c'est en effet une très bonne question. On se dit, mais comment c'est possible ? Ben c'est ça, ils pensent que ça ne peut jamais leur arriver à eux. Il y avait une autre question qui était intéressante, il y a eu deux questions en fait. Il y a une première question sur comment Mediapart, toi et Mediapart plus largement, gérer les critiques des autres journalistes. Bon, et il y avait aussi une question sur les journalistes étrangers. Comment ça a été perçu ? Est-ce qu'il y a eu des reprises à l'étranger de cette affaire libyenne qui est quand même qui concerne plusieurs pays ? Il y a des reprises à l'étranger. J'ai vu des papiers dans le Guardian, dans le New York Times et dans d'autres journaux. Journaux d'ailleurs étrangers avec lesquels on entretient souvent des bons rapports à Mediapart. Et les critiques des confrères et des consoeurs, comment dire, moi j'ai un peu, j'allais dire, grandi, probablement vieilli par rapport à tout ça, c'est-à-dire que il y en a de plus en plus qui me glissent dessus, je dois dire, et je prends le temps de répondre à celles qui me permettent, qui me semblent un peu structurées et factuelles. Voilà. Et donc, parce que tout le monde peut faire des conneries, parce que tout le monde peut faire des mésinterprétations ou ce qu'on veut, et que je trouve qu'il est normal qu'on puisse critiquer le travail des médias, y compris des journalistes, et qu'on aille y répondre. Mais quand j'entends des critiques de gens qui disent qu'il n'y a rien dans le dossier libyen parce qu'ils n'aiment pas Mediapart, qu'ils n'aiment pas Plenel, qu'ils n'ont pas lu un seul de nos articles ou un seul de nos livres, ou qui connaissent rien au dossier judiciaire, franchement, c'est pas pour paraître insultant, et ça peut faire un peu jeune con de dire ça ou je ne sais quoi, mais enfin, on fait pas le même métier. Je suis désolé, je veux dire, des commentateurs, des éditorialistes qui
n'ont jamais sorti une information de leur vie, qui ne savent pas à quoi ça ressemble, la dureté d'une enquête, a fortiori quand elle dure 12 ans, ce que c'est d'essayer de définir ce qui est un fait dans une histoire, dans des dossiers aussi sensibles, et qui viennent comme ça au doigt mouillé dire moi j'y crois pas, votre Takieddine il a l'air ceci, puis ce document, et puis le virement bancaire, d'accord, mais les espèces ou je sais quoi, et voilà, et que bon bah là, moi j'ai un peu envie de raccrocher les gants et me dire c'est compliqué de discuter avec des gens qui considèrent que le ciel n'est pas bleu, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même grammaire. Voilà. Et donc, on aura du mal à être pas d'accord. Voilà. C'est-à-dire, c'est ça le problème de la destruction de la grammaire commune et de la poste de vérité, c'est que ça nous enlève les moyens de ne pas être d'accord. Voilà. Et quand on n'est pas d'accord sur le fait que 2 et 2 font 4, en fait, la discussion, elle est impossible. C'est ta croyance contre ma croyance. Voilà, c'est ta vérité contre ma vérité. Bon, bah, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Voilà. Peut-être une question un peu plus légère. Dernière question, je pense qu'il y a pas mal de questions, mais bon, ça va faire long. Sinon, question dans le chat qui dit à quand l'adaptation en série ou en film de l'affaire libyenne? Parce qu'il y a l'adaptation là de ton livre sur les fraudes à la taxe à TVA sur les quotas de carbone. D'argent et de sang, voilà, qui a été présenté aujourd'hui à la Mostra de Venise. Voilà. Donc à quand une adaptation d'affaires libyenne? C'est une excellente question, et c'est d'autant plus une excellente question qu'elle me tient très à cœur sur comment la culture populaire, et notamment cinématographique française, peut s'approprier ces grandes histoires publiques. Ce que, par exemple, le cinéma américain fait très bien. Regardez le nombre de films qu'il y a eu sur la guerre du Vietnam, pendant la guerre du Vietnam. Regardez le faible nombre de films qu'il y a en France sur la guerre d'Algérie, y compris 60 ans après la guerre d'Algérie, 60 ans après la guerre d'Algérie. Bon, il y a un nœud français là-dessus, où on n'arrive pas à s'approprier dans le monde de l'imaginaire, de la fiction, des réalités politiques pour les transcrire dans la culture populaire. Et moi, je trouve ça très triste, parce que je suis très pour toutes les formes de diversification, et je suis convaincu, et je l'ai vécu avec la série de Xavier Giannoli sur d'argent et de sang, qui sera diffusée dans un mois, qui a parfois plus de vérité dans une fiction que dans le journalisme. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais c'est exactement, je crois, le sentiment qu'on peut avoir parfois quand on lit un roman. On a l'impression que l'auteur ou l'autrice s'adresse à nous personnellement, parce qu'il touche des vérités qui sont parfois des vérités intimes, que le journalisme a du mal, et c'est normal, à faire jaillir. Et donc, la fiction est un merveilleux véhicule aussi pour raconter des histoires vraies. Ça veut dire que c'est pas parce que c'est de la fiction, c'est pas parce qu'il y a une partie de l'histoire qui relève de l'œuvre d'imagination que c'est pas intègre et honnête vis-à-vis du réel qui l'inspire. Et ça, c'est dommage. Voilà, ça c'est dommage. Aux États-Unis, vous avez plein par exemple, de newspaper movies, comme on dit, Zodiac, Les Hommes du Président, Spotlight. Je pourrais en citer de nombreux autres, mais des films aussi très politiques, ou qui ont été inspirés directement par des histoires révélées par le journalisme. Voilà, c'est le cas de ce film merveilleux, là je pense à lui immédiatement, de Catherine Bigelow, Detroit, et on pourrait en citer évidemment plein d'autres. Voilà, et donc moi je suis très attiré par ça. Donc à quand la série sur Sarkozy-Kadhafi, je ne sais pas, mais s'il y a des producteurs, des productrices qui nous écoutent, qu'ils n'hésitent pas à m'appeler. Ça peut tout à fait nous intéresser. Bah, le message est lancé. Et c'est quelqu'un qui demandait s'il existe une mind map des affaires Sarkozy, parce qu'il a tellement de casseroles aux fesses que c'est chaud de suivre. Ah ouais, c'est ça. Je sais qu'au bout d'un moment, trop d'affaires, tu l'affaire, quoi. Ça c'est sûr. Et alors nous, on a fait dans le journal un espèce d'article total, mais qui est en forme de graphique, etc., sur Nicolas Sarkozy et les affaires, et pas simplement Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire Sarkozy et la Sarkozy, parce que un jour les historiens regarderont ce quinquennat, j'en suis certain, avec un œil aiguisé nous avons vécu un moment très particulier quand même dans l'histoire de France. Je veux dire, Nicolas Sarkozy, c'est une chose,
mais le nombre de ces anciens ministres, conseillers, collaborateurs, diplomates, policiers, agents secrets, avocats qui ont été poursuivis et condamnés par la justice, c'est du jamais vu. Mais du jamais vu dans l'histoire judiciaire et politique française. Non pas que d'autres à droite ou à gauche, on n'est pas frayé dans ce type de dossier. Mais enfin là, c'est quelque chose de particulier. Depuis tout à l'heure, j'essaye de me rappeler le titre de cet article. Parce qu'on a fait un peu la même chose pour Macron, ça s'appelle La République exemplaire d'Emmanuel Macron. Et pour Sarkozy, ça s'appelle Le temps des tempêtes. Ah bah oui, voilà. Du titre de son livre. Qui est le titre de son premier tome. Voilà. Est-ce qu'on avait d'autres? Oui, c'est ça, les gens font la comparaison avec le MCU, le Marvel Cinematic Universe. On parle de Sarkoverse dans le chat actuellement. Je pense que la comparaison est assez juste avec ses spin-offs divers et variés. On parlait de la fausse rétractation, etc. etc. Bon, exactement. Je pense que ce sera la conclusion. En tout cas, merci beaucoup Fabrice d'avoir été avec nous. Donc pour les personnes qui veulent revoir l'entretien qui sont arrivés en cours de route, c'est sur la chaîne Twitch en libre accès bien sûr, et ce sera sur la chaîne YouTube d'ici quelques heures si mon ordinateur n'explose pas entre temps. En tout cas voilà. Et merci encore beaucoup Fabrice d'avoir accepté mon invitation. Et puis à bientôt. Au revoir, salut. À bientôt. Au revoir.